dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur d'avoir comme invité sur ce plateau Cheikh Diop. Cheikh Diop, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à toute l'équipe et à vos téléspectateurs pour ce dimanche. Voilà, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, CNTS-FC. C'est bien ça. Une centrale qui regroupe une quarantaine de syndicats, tous secteurs confondus. Ce dimanche 1er mai, c'est la journée internationale des droits des travailleurs, communément appelée Fête des travailleurs. Bonne fête d'abord à vous et à tous les travailleurs qui sont en train de nous suivre. Merci. Est-ce que le cœur est à la fête? Oui, vous savez, la fête du travail, compte tenu de son histoire, du symbole qu'elle renferme, nous avons toujours le cœur à la fête. C'est une fête historique qui a valu à pas mal de choses au monde syndical et aux travailleurs en particulier. Des sacrifices, des avancées significatives. Si on connaît aujourd'hui la journée du triangle rouge, comme on l'appelle, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. C'est un combat qui a coûté la vie à beaucoup de travailleurs pour qu'on en arrive à avoir 8 heures. Avant cela, les travailleurs étaient sur le chantier, dans l'usine, dans les industries, sans arrêt pratiquement. Et le combat nous a mené aujourd'hui à gagner justement la victoire du triangle rouge. Mais le 1er mai, est-ce une journée de fête, comme on le voit ici au Sénégal, avec des festivités tous azimuts? Est-ce que ça ne devrait pas être une occasion d'organiser des panels pour discuter un peu de la problématique du travail au Sénégal? Mais on allie les deux. On allie les deux parce que la journée du 1er mai, compte tenu des victoires qu'elle a engrangées, mérite d'être fêtée sous forme de brandir les revendications et toutes les revendications, les préoccupations des travailleurs, prouver également la forte mobilisation des travailleurs, parce que le mouvement syndical, comme on le conçoit, nous repose sur deux piliers, sur la mobilisation et sur la réflexion approfondie pour trouver des solutions aux revendications. C'est la raison pour laquelle d'abord, le 1er mai dans la matinée, les travailleurs déferlent dans les rues, brandissent les revendications pour prouver à l'opinion que nous sommes là et nous sommes prêts à défendre nos revendications. Mais dans l'après-midi, juste après les défilés, nous organisons des conférences populaires, des débats, des rencontres pour revenir sur ce que doit être le mouvement syndical, d'autant plus que le mouvement traverse des difficultés présentement. Donc toutes ces questions-là font l'objet des discussions et des débats, mais aussi des réflexions approfondies. Maintenant, question syndicale, comment se porte le travailleur sénégalais? Le travailleur sénégalais, comme tous les travailleurs, dans ces organisations syndicales se cherche. Se cherche pourquoi? Parce que quand on tient compte de l'évolution historique du mouvement syndical, nous sommes à une phase très critique. Depuis la naissance du mouvement, son expansion, cette troisième phase est une troisième phase très critique. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en plein dans la mondialisation. Nous sommes en plein dans l'économie numérique, dans la révolution numérique, la 4e révolution que le monde a connue. Dans les 3 premières révolutions, le mouvement s'est adapté et le mouvement s'est défendu. Le mouvement a même enregistré des victoires dans les 3 premières révolutions, la première, la deuxième et la 3e. Aussi bien dans son organisation, dans ses luttes, nous avons réussi quand même à traverser ces 3 révolutions. Mais la 4e menace sérieusement le mouvement syndical. Pourquoi? Parce que cette révolution industrielle, cette 4e virtuelle, a fait naître d'autres porteurs de la revendication, outre que le mouvement syndical. Je rappelle que jadis, les porteurs de la revendication se limitaient seulement à 2. Et au fil du temps, nous avons généré un troisième acteur de la revendication. La force du travail et le capital étaient les seuls porteurs de revendication, et ce combat a généré les idéologies politiques. Le capital revendique
la puissance et le contrôle économique. Les syndicats revendiquent l'équité et la justice dans la redistribution des richesses produites par ces deux éléments du couple. Dans ce combat naissent les idéologies politiques. Au début, il y en avait deux, les idéologies politiques de gauche et de droite. C'est après que ça s'est démultiplié. Mais essentiellement, ces deux idéologies sont nées du combat capital-travail. Les idéologies qui sont proches du capital et qui renforcent ces positions étaient à droite. Les idéologies de gauche qui étaient proches du capital pour renforcer les combats de l'équité, de la justice sociale étaient à gauche. Voilà comment c'est né. Donc, nous avons à partir de ça maintenant 3 porteurs de revendications. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a une floraison de porteurs de la revendication. Et que faites-vous pour s'adapter à cette nouvelle donne? Justement, j'allais en venir, Pierre, si vous me le permettez. Parce que aujourd'hui, nous avons les consommateurs qui revendiquent une partie de la mission du mouvement syndical. Nous avons certains activistes, des écologistes, des altermondialistes, des droits de l'hommiste qui revendiquent une partie de notre mission. Et tous ces porteurs de la revendication-là sont nés avec la mondialisation, avec l'économie numérique. Maintenant, en plus de cela, il y a aussi une autre difficulté, la rupture. Il y a une rupture de lieux pour le mouvement syndical avec le travail et le télétravail qui s'annonce. Alors, comment le mouvement syndical doit s'adapter avec cette rupture de lieux des travailleurs? Et les lieux étaient le ciment du mouvement. Il y a rupture de lieux. Il y a d'autres porteurs de revendications qui revendiquent une partie de notre mission. Comment allier toute cette situation pour s'adapter dans le contexte du 3e millénaire? C'est tout l'enjeu des défis du mouvement syndical actuel. Au Sénégal, nous constatons qu'en plus de ces difficultés que nous partageons avec l'ensemble du mouvement syndical international, on constate qu'il y a encore plus de difficultés. Il y a la dispersion des forces syndicales. Une dispersion telle que le mouvement peine à régler les revendications. À côté de cette dispersion, il y a également une désunion des entités du mouvement syndical, composées du mouvement ouvrier et de l'élite intellectuelle engagée. Aujourd'hui, ces deux entités sont en train de se désunir, d'où le défi de réconcilier les unions du mouvement, de réconcilier les entités du mouvement syndical et de reconstruire notre unité, réorganiser nos luttes. Voilà les perspectives sur lesquelles il faut travailler. Nous reviendrons sur les perspectives, mais aujourd'hui au Sénégal, si le mouvement syndical a perdu du terrain, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez aussi échoué dans la lutte pour la prise en charge des préoccupations des masses laborieuses? Vous savez, le dialogue social, nous ne sommes pas les seuls responsables du dialogue social. Pour autant, nous en assumons notre part de responsabilité dans cet échec collectif. Il y a l'échec collectif, aussi bien pour le mouvement, à cause de notre dispersion et à cause des raisons que j'ai évoquées tantôt, mais il y a aussi un dialogue social contre-productif que nous vivons depuis très longtemps. Depuis plus de 30 ans, j'allais dire. Le mouvement syndical sénégalais ne se consacre qu'à des revendications de restitution. Vous avez signé des accords, vous ne les avez pas respectés. Vous avez pris des engagements, vous ne les avez pas respectés. Dans l'orthodoxie du mouvement syndical, le protocole d'accord résout définitivement le conflit du travail. Ces années passées, c'est le protocole d'accord qui est essentiellement la cause du conflit du travail. Voyez-vous donc comment l'état du dialogue social est? Donc, toutes ces questions-là, nous devons les prendre en charge ensemble, tous les partenaires sociaux, pour s'engager dans la voie d'un dialogue social de conquête et de progrès. C'est quoi? Une absence de sincérité dans ce dialogue-là? Il faut bien la sincérité, la confiance et la volonté. Le dialogue social est extrêmement important. J'ai évoqué une partie de l'histoire du mouvement. Si on n'a pas un dialogue social performant, un dialogue social adapté, il y a des contre-performances économiques. Incontestablement. Il y a une perturbation et des risques de troubles sociaux. Si dans l'histoire, on a constaté que le mouvement syndical, les rapports du travail, les relations de travail correctes et justes évitent énormément de choses. C'est sur cette base d'ailleurs que l'OIT a été créé en 1819, après la Première Guerre mondiale.
La conférence le traité de Versailles. Dans le traité de Versailles, il occupe une bonne place pour dire que tant qu'il n'y a pas de relations justes et équitables, le monde n'est pas à l'abri de catastrophes. Ça fait partie du traité de Versailles. C'est dès lors qu'on a créé l'OIT pour confier l'OIT la gestion des relations professionnelles sur le plan international en édictant des normes du travail. C'est vous dire simplement que le mouvement syndical a une grande importance dans la gestion de l'humanité. La Révolution française, avec ce qu'elle représente dans le monde moderne, est née à la suite de la conjugaison de deux faits, du soulèvement des travailleurs à Paris pour réclamer de meilleures conditions et du soulèvement politique de Grenoble contre la royauté. D'après les institutions françaises, c'est la conjugaison de ces deux événements qui ont abouti à la Révolution française. C'est vous dire simplement que le mouvement syndical, les relations professionnelles justes et équitables sont essentielles pour une gouvernance mondiale. Oui. Aujourd'hui, le constat, tout le monde l'a fait et vous l'avez fait tout à l'heure. Aujourd'hui, les activistes se sont substitués aux syndicalistes. Le siège de frappe aujourd'hui est devenu une sorte de mur de lamentation pour des travailleurs souvent même syndiqués. Ils laissent leur syndicat pour aller se plaindre auprès de Guy Marius Sagna et de ses amis. Ça également, est-ce que ce n'est pas un échec de votre part? J'ai dit tantôt que dans la situation actuelle, je ne parlerai pas d'échec mais de difficultés et de mutations, aussi bien technologiques, économiques que sociales. Et ces mutations, il nous faut du temps pour s'adapter. Et pour s'adapter correctement, il faut bien analyser les paramètres qui gouvernent cette situation-là. Il y a les activistes, vous l'avez dit, il y a les gilets jaunes, que vous n'avez pas dit, qui contestent l'organisation, le syndicalisme de représentation. Ils ne contestent pas le syndicalisme, ni le mouvement syndical, mais le syndicalisme, ils ne se retrouvent plus dans le syndicalisme de représentation. Il y a également que le mouvement syndical aujourd'hui compte plus d'adhérents que de militants. Il y a une désyndicalisation. Oui. Toutes ces difficultés font que, justement, et la naissance des nouveaux porteurs de la revendication, dont les activistes que vous venez de citer, toute cette situation doit être analysée par le mouvement, tout en ayant à l'esprit que le mouvement syndical repose sur des fondements idéologiques et sur des valeurs. Ces fondements idéologiques-là ont été posés par les deux entités dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas ça votre problème? Est-ce que vous n'êtes pas plus dogmatique que pragmatique? Mais justement, non. Parce que le mouvement est en train de dévier vers le corporatisme. Nous devons réouvrir les écoles pour qu'on comprenne que le syndicalisme, c'est différent du corporatisme. Le corporatisme est étriqué dans sa vision. Le corporatisme est sectaire dans sa vision. Le corporatisme est limité dans la revendication. Tandis que le mouvement syndical, c'est autre chose. C'est des valeurs, c'est une idéologie. Parce que le mouvement, non seulement intègre les préoccupations des populations, mais tiennent compte de leurs revendications. Donc le mouvement syndical, il faut le reconstruire. Nous sommes en train de vivre des difficultés, c'est vrai, mais l'espoir n'est pas perdu de reconstruire un mouvement qui tienne compte justement de tout ceci et voir dans quelle mesure nous pouvons créer un link avec ces nouveaux porteurs de la revendication, comment nous pouvons reconstruire notre unité et réorganiser nos luttes pour s'adapter au contexte de 3e, 4e révolution industrielle. Et que dire de cette confiance qui va donc à reculons, de cette confiance qui s'amenuise en tout cas entre les travailleurs et les syndicalistes, comme en témoigne le taux de syndicalisation au Sénégal, qui tourne autour de 15%, un taux très faible. C'est l'ère du temps. Effectivement, le taux de syndicalisation, j'ai dit tantôt qu'on a plus d'adhérents que de militants. Les militants qui ont adhéré et qui s'engagent dans le mouvement, le taux n'est pas loin de 15%. Et je voudrais profiter de votre plateau pour rappeler qu'il est important de se syndiquer. Au Sénégal, nous tournons autour de 15-20% de syndicalisation. En France, c'est près de 38% de syndicalisation. Dans les pays nordiques, il tourne autour de 80% de taux de syndicalisation. Si on prend le cas de la Norvège, vous entendez très rarement des grèves
et des perturbations dans le mouvement, dans le climat social. Parce que tout simplement, si l'employeur ouvre son registre, il se rend compte que près de 80% de ses travailleurs sont syndiqués et il n'ose pas prendre de décisions impopulaires. En France, il y a tellement de perturbations, vous l'avez constaté, moins que dans les pays nordiques, parce que le taux de syndicalisation est faible et que l'employeur pense qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il peut prendre des décisions et qu'il y aura que 30%, 38% qui vont peut-être protester. Au Sénégal, c'est la même chose avec la dispersion des forces et le taux de syndicalisation. Nous connaissons, ce sont les facteurs de toutes ces difficultés que je viens d'évoquer. Donc, il est important de travailler à faire de nos adhérents des militants. Il est important de réorganiser les luttes, de réorganiser notre unité, mais également d'augmenter considérablement le taux de syndicalisation, mais aussi la qualité du mouvement, la qualité de nos plateformes, la qualité de notre revendication. Et ceci passe par des écoles, par l'ouverture des écoles syndicales qui ont été pratiquement toutes fermées. Mais aussi, que faire face aux chefs d'entreprise qui refusent de voir leurs agents, leurs travailleurs intégrer un syndicat? Ça également, c'est une lutte que vous devez mener. C'est une lutte que nous sommes en train de mener et de façon farouche. Parce que dans le secteur minier, par exemple, le secteur aurifère, les mines aurifères de Kédougou, Sabodala, Mako, Saraya, entre autres, là-bas, les multinationales de l'or sont allergiques à la syndicalisation. Parce que peut-être ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont d'autres trucs. Mais la production aurifère qui fait près de 14 tonnes d'or l'année dernière, en 2021, jure d'avec la situation des travailleurs de ces mines-là, du point de vue salarial, du point de vue conditions de travail, mais également du point de vue du respect de leur droit de syndicalisation et de leur droit en tant que travailleurs. Ce combat, la Synthèse FC est en train de le porter. Et nous sommes en train de faire syndiquer parce qu'on ne peut pas accepter que des multinationales viennent au Sénégal chercher de la richesse, de l'or, et piétiner les droits des travailleurs. Nous avons alerté les autorités et nous sommes en train de bénéficier d'un accompagnement avec l'administration du travail et nous continuerons ce combat pour que tout soit syndiqué. Au niveau de CGO, on a connu des difficultés. Au niveau également des phosphates de Dendouri, les travailleurs sont restés plus de 2 ans sans salaire. Ça aussi, c'est des problèmes que nous devons porter. Dans le pétrole, bien que c'est un secteur syndicalement acceptable, avec un dialogue social assez performant, mais il y a quand même des poches de résistance qui refusent de s'intégrer dans ce processus de qualité, je dois le dire, parce que le dialogue social du pétrole, du secteur du pétrole est de qualité. Il y a Forteza qui refuse la syndicalisation, il y a Star Oil qui refuse la syndicalisation, et nous peinons à regrouper l'ensemble des personnels des stations-service à cause de la réticence pratiquement c'est malheureux de le dire, mais du privé national. Dans le secteur du privé du pétrole, du privé national, du capital national, nous n'avons pas encore installé toutes les structures des délégués du personnel. Ils refusent toujours, il y a toujours de la résistance. Donc il faut qu'on aille vers un dialogue social harmonisé dans tous les secteurs. Dans le secteur public, le secteur public n'est pas en reste. On a constaté, et ça c'est contradictoire avec ce qui s'est passé d'habitude. D'habitude, on a des violations dans le secteur privé, mais aujourd'hui, le champ se déplace dans le secteur privé. Surtout dans le secteur public de l'audiovisuel. Ce qui se passe à la RTS, ce qui se passe à l'APES, ce qui se passe au Soleil, c'est sans précédent. Et je pense que le chef de l'État doit prendre des mesures. On refuse à des travailleurs, on foule les droits des travailleurs, on refuse à des travailleurs la syndicalisation, on prend des sanctions arbitraires, d'affecter les délégués du personnel, les candidats des délégués du personnel pour déstabiliser les collèges, pour désorganiser les élections de représentativité au Soleil par exemple. On suspend
le salaire du secrétaire général du SYNPICS qui est à l'APES, on suspend son salaire et ses activités pendant plus de 2 ans, 3 ans presque maintenant. Une sanction qui n'existe nulle part dans la panoplie de notre corpus juridique qui régisse les relations professionnelles. Oui, ça, c'est des trucs. Peut-être ça peut s'expliquer si il y a de plus en plus de patrons qui rechignent à avoir leurs travailleurs syndiqués. C'est parce que peut-être il y a certains syndicalistes qui ont fait de la grève, qui ont un rapport ludique avec la grève. Pour un oui, pour un non, on perturbe, on pénalise le fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que cela ne peut pas expliquer, ceci ne peut pas expliquer cela? Mais ça, ce que vous venez de dire, intègre la qualité du dialogue social. L'État aujourd'hui, il faut le dire, a fait beaucoup d'efforts pour qu'on ait un dialogue social de qualité et un dialogue social performant. S'il y a des perturbations dans le secteur public, l'État doit les régler dans son intérêt et dans notre intérêt et dans l'intérêt de l'économie du pays. C'est de cela qu'il s'agit. L'État a mis en place des conférences sociales. Depuis l'arrivée, en tout cas, du président Macky Sall, on a connu une série de conférences sociales qui traitent des thèmes spécifiques qui préoccupent le mouvement syndical. Nous en sommes à la 3e conférence sociale. Ces conférences sociales ont généré des cadres juridiques institutionnels qui encadrent le dialogue social. Il y a le Haut Conseil du dialogue social, le ministère du Travail s'appelle ministère du Travail et du dialogue social. Donc, l'accent est mis sur un dialogue social de qualité. C'est pourquoi je disais tantôt que compte tenu de tous ces efforts, la dernière conférence a pris des mesures sur la protection sociale pour l'améliorer. La première conférence sociale a pris des mesures pour mettre sur pied un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Des efforts sont faits pour qu'on ait un dialogue social permanent. Il reste maintenant à régler la question du passif social, qui est là pour perturber justement cette qualité du dialogue social. Et ce passif social concerne les ex-travailleurs de la SIAS, je l'ai dit tantôt, et tous les ex-travailleurs qui sont là. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous retourner vers des assises pour apurer le passif social. Il est certain qu'il y aura dans ce passif qui vont aller à perte et profit, nous le savons, mais réglons quand même ce passif pour que le dialogue social soit un dialogue performant. Oui, mais cher Diop, que penser de ce contraste pour le moins saisissant? D'un côté, il y a le faible taux de syndicalisation, on l'a dit, il tourne autour de 15%. De l'autre, on assiste à une floraison de syndicats. Pratiquement chaque semaine, il y a un nouveau syndicat qui naît. Comment faut-il l'expliquer? Ça fait partie des difficultés que nous avons. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons demandé à organiser les élections de représentativité. Parce que la situation était tellement confuse que si l'État convoquait des négociations, nous étions une centaine autour de la table. Plus de 200 délégués. Chaque syndicat, s'il amène un ou deux, nous faisons plus de 200 ou 100. Il est difficile de régler, de dialoguer dans ces conditions. L'État a dit, écoutez, de façon démocratique, nous allons identifier nos interlocuteurs, c'est là qui sont légitimes auprès des travailleurs et qui peuvent porter justement la négociation. On a fait 2 élections de représentativité. Le Sénégal compte une vingtaine de centrales syndicales. Aujourd'hui, peut-être ça a augmenté parce que chaque jour que j'ai fait, comme vous l'avez dit, ça s'augmente. Mais la première élection a enregistré une vingtaine, la deuxième 18 centrales syndicales. Au total, au résultat, nous avons constamment 4 organisations syndicales qui sortent du lot pour être les organisations les plus représentatives. La synthèse, FC, l'UNSAS et la CESA dans les différentes élections. Et c'est ça. Mais ce qui a été faussé dans cette sélection démocratique, c'est que nous, on s'est battu pour que les élections puissent être un facteur de réunification et non un facteur de division du mouvement. On s'est battu pour ça, mais on n'a pas réussi. Il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que on s'est dit, si on va aux élections et que des centrales sortent, ceux qui ne sont pas représentatifs ne doivent pas être éliminés du champ du dialogue social. Parce qu'il y a le dialogue social et la négociation collective. Le dialogue social est inclusif et doit prendre en compte toutes les organisations syndicales qui sont là, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les organisations syndicales ont d'égale dignité, mais ne sont pas d'égale représentativité.
Donc, dans le dialogue social, il faut en tenir compte, aussi bien dans le secteur de l'éducation que de la santé. Mais dans la négociation collective, acceptons quand même d'envoyer les plus représentatifs à la table. Mais il doit y avoir un processus en amont. Avant d'aller à la négociation, les organisations syndicales représentatives doivent jouer le rôle de leadership. Aller voir ceux qui ne sont pas représentatifs, discuter avec eux sur ce qu'on doit apporter à la table de négociation pour qu'ensemble nous ayons une vision transversale des revendications et de les porter. C'est ce qu'ils ne font pas. C'est ça qui n'a pas bien fonctionné. Et la synthèse force du changement a pris des mesures pour régler cette question. Nous sommes en train de travailler et nous allons très prochainement, après ce 1er mai, diffuser, convoquer des assises autour d'un projet de manifeste qui s'appelle Plus. La Plus, c'est la plateforme de lutte et d'unité syndicale. Nous voulons faire de cette plateforme un creuset, pas une centrale syndicale, un creuset du mouvement syndical qui se donne l'ambition de réunifier les forces, de réorganiser les luttes dans cette plateforme. On ne peut plus accepter de regarder le secteur de l'éducation lutter infiniment sur des questions récurrentes, le secteur de la santé lutter infiniment sur des questions récurrentes. On ne peut pas plus accepter de voir qu'on s'attaque à des responsables d'organisations syndicales au niveau du SYNPICS, au niveau du Trésor, au niveau de l'agriculture, des luttes au niveau de la Poste, où ce service public est en lambeaux. Voilà des questions. Le passif social que nous devons prendre en charge tous pour les régler. Comment? Les enseignants ont lutté pendant combien d'années et ils viennent d'avoir quelques résultats positifs avec l'implication bien sûr de d'autres acteurs comme nous par exemple et d'autres et la société civile. On aurait dû régler ce problème de l'éducation et de la santé depuis très longtemps. Voyez-vous Pierre, quand on fait une grève administrative, les décideurs qui sont là font un peu la sourde oreille parce que les conséquences sont différées après le règne. Mais une grève économique, aucun décideur ne peut faire la sourde oreille parce que son fauteuil tremble. Si autour de l'éducation, tout le mouvement ouvrier qui porte l'économie, le pétrole, l'eau, l'électricité, le commerce, les industries et le tourisme, si la centrale qui a 40 organisations prenait la décision de déposer un préavis pour tous les secteurs pour le règlement de la question de l'éducation, vous pensez qu'un État peut résister une grève économique pendant plus d'une semaine? Non. Si le pétrole, l'électricité, l'eau et toute l'économie s'arrêtent, mais aucun régime ne pourra attendre les effets différés, c'est immédiat ça. Donc voilà les questions qu'il faut cerner pour reconstruire notre unité, pour rendre efficace nos luttes et aboutir à des résultats. L'unité syndicale, un autre défi qui se dresse sur votre chemin. Karl Marx, ce cri de ralliement de Karl Marx, prolétaires du monde, unissez-vous. Unissez-vous. Et j'en profite pour rappeler que la première internationale ouvrière qui est née à Londres le 28 septembre 1868, quand la révolution industrielle a traversé les frontières avec la machine à vapeur et investi le monde, Karl Marx, aux côtés du mouvement ouvrier, a créé la première internationale ouvrière. C'est Karl Marx qui a écrit de sa main le manifeste de la première internationale ouvrière à Londres. Donc, c'est ça que je faisais allusion. L'élite intellectuelle et le mouvement ouvrier engagé sont les piliers du mouvement syndical pour arriver à des résultats probants. Donc, rappelons-nous de ça. Il y a également la SFIO, la deuxième internationale ouvrière, avec l'encadrement des socialistes comme Léon Blum, Jules Guès, Jean Jaurès. Il y a également la troisième internationale ouvrière avec Vladimir Ulyanov Ilyich après la révolution bolchevique. Donc, nous appelons l'élite et le mouvement syndical à se réunifier parce que ce sont ces deux entités qui constituent les piliers du mouvement syndical. Ce sont ces deux entités qui ont posé les fondements idéologiques et les valeurs du mouvement syndical. Réunissons pour parvenir à des résultats probants. Mais est-ce que l'autre problème du mouvement syndical sénégalais, ce n'est pas le problème de son renouvellement? Vous êtes là depuis longtemps, depuis plusieurs années à la tête de centrales syndicales. Est-ce qu'il n'est pas temps de céder la place aux plus jeunes pour injecter du sang neuf à la lutte syndicale? Très bien, je crois que oui. Mais il y a des réalités que nous vivons. Toutes ces difficultés que nous évoquons,
Si on devait dire oui, vous êtes là depuis très longtemps, partez, c'est possible dans d'autres entités du mouvement. Vous n'êtes pas le seul, hein? On pense qu'il y a une dizaine je prends l'exemple de secrétaires généraux qui sont à la retraite. Je prends l'exemple sur moi, c'est plus juste. Bien que j'ai quitté le pétrole, je ne dirige plus le pétrole. J'ai un plan de carrière bien défini, mais je prends l'exemple sur moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va perdurer éternellement. Mais il faut que l'opinion comprenne quelque chose aussi. Le mouvement syndical, c'est deux entités. Le mouvement syndical de l'élite et le mouvement syndical ouvrier. Moi, je suis un produit du mouvement syndical ouvrier. Le mouvement syndical ouvrier, le processus d'avènement du leader est différent du mouvement syndical de l'élite. Le mouvement syndical de l'élite, les inspecteurs de l'enseignement par exemple, ils ont tous le même niveau, le même prérequis. Chacun peut remplacer l'autre. Et on peut limiter les mandats à deux parce que tous les militants du syndicat peuvent être secrétaire général. Dans ce cadre-là, on peut bien limiter les mandats à deux pour que chacun puisse passer et rien ne change. Mais dans le mouvement ouvrier, le processus pour arriver à certains niveaux est un parcours du combattant. On est délégué du personnel, on commence à le liquider, à lui faire perdre ses trucs, à le licencier. C'est pourquoi on dit que les bourses du travail sont remplies de travailleurs licenciés. C'est eux qui sont les travailleurs du mouvement syndical. On les liquide, on ne les laisse pas parvenir, on ne les laisse pas organiser le mouvement dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle. On nous liquide de partout. Si on limitait les mandats, le mouvement syndical ouvrier aurait une carence de leaders. C'est la raison pour laquelle les leaders, on les maintient, c'est pas nous qui nous maintenons, mais c'est le mouvement qui nous maintient, le temps d'arriver à une régénération, le temps de consolider ce que nous sommes en train de faire. Mais nous partirons le moment venu, rassurez-vous. Mais il faudra comprendre que le processus d'avènement de leader du mouvement ouvrier est différent de celui du mouvement de l'élite. Mais est-ce qu'à force de durer à la tête d'un syndicat, vous ne finissez pas par perdre votre capacité d'indignation? Je laisse l'opinion juger et les militants. Je laisse l'opinion juger et les militants. La synthèse force du changement, je prends l'exemple sur elle, entre les deux élections de représentativité. La première et la deuxième, entre ces deux élections, nous sommes la seule centrale à avoir progressé de plus 3 à 4 points. Toutes les autres centrales, bien qu'elles soient représentatives, ont régressé de 3 à 4 points. Nous sommes les seuls à progresser. Nous sommes en train de travailler pour la réconciliation des entités du mouvement syndical. De ce point de vue-là, nous avons fait des progrès significatifs. Nous sommes en train également de nous massifier. Nous avons le projet de manifeste pour justement régler cette question lancinante des difficultés du mouvement syndical dans son unité et dans l'organisation de ces luttes. Ce sont des objectifs extrêmement importants qui me permettent de dire que la synthèse force du changement, en ce qui la concerne, est en train justement de progresser positivement. On a connu la participation responsable sous Madia Diop. Vous avez été sous ses ailes, Madia Diop. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas une sorte de participation responsable de la part des syndicalistes? Mais c'est justement le contraire que je constate, moi. La participation responsable a quand même produit des résultats, il ne faut pas le nier. Mais tout n'est pas rose dans la participation responsable. Et à un moment donné, la participation responsable a atteint ses limites sans qu'on ait pris soin de l'évaluer et de changer d'orientation. C'est ça le défaut de la participation responsable. Parce qu'elle est à la base de la dispersion de ces forces syndicales. Quand il a fallu l'évaluer, la participation responsable, à ses débuts, la centrale était intégrée dans le parti. La centrale avait des membres dans le gouvernement, 2. La centrale avait une représentation dans la diplomatie, une représentation à l'Assemblée. Partout où le pouvoir était là, nous étions là. À un moment donné, ça a créé des difficultés et il fallait l'évaluer. Madia a saisi l'opportunité, je salue son esprit, pour créer ce qu'on appelle le renouveau syndical. Quelle est la différence entre le renouveau syndical? C'est toujours la participation responsable, mais il a fait quand même un pas. Le renouveau disait que le secrétaire général de la centrale ne peut plus être ministre parce qu'il est difficile d'accès quand il est ministre. Il se détache maintenant du gouvernement, mais il est à l'Assemblée. Il a le rang de ministre parce qu'il était parmi les vice-présidents. Donc les intérêts ne changent pas, mais c'est la forme qui change.
Mais quand même, il a du mérite parce que l'accessibilité était là. Mais tous les intérêts, tous les avantages sont conservés. À un moment donné également, la participation responsable avec l'implication du parti était en train d'influencer les luttes. On n'a pas su réaliser cela. Le parti socialiste. Et justement, par le parti socialiste à l'époque. Et justement, c'est ça qui a occasionné le départ de Mademba Sock, nous le saluons ici. Le départ de Feu Alioune Sow, nous le saluons. Le départ de tous les Iba Ndiaye, tout le monde. C'est ça qui a occasionné le départ. Mais nous étions tous dans l'UNTS. Donc, je peux dire que c'est ce problème de manque d'évaluation et du courage d'aller au-delà de la participation responsable qui est à la base de la dispersion des forces syndicales. Aujourd'hui, le combat que nous avons mené, c'était justement pour se départir de la participation responsable et mener un syndicalisme de contre-pouvoir sans être contre le pouvoir. Accès uniquement aux intérêts des travailleurs et des masses laborieuses et même des populations. Quand un gouvernement élabore des politiques publiques qui vont dans le sens du règlement de la demande sociale, on accompagne. Quand un gouvernement met en place des politiques publiques ou prend des décisions qui vont à l'encontre de la demande sociale, nous combattons. C'est ça que nous appelons, nous, Synthèse FC, un syndicalisme de contre-pouvoir sans être contre le pouvoir. Oui, Cheikh Diop, le 1er mai de chaque année, cette année à cause de la coïncidence avec la Korité, la cérémonie de remise des cahiers de doléances a été décalée au mardi 3 prochain. Alors, les syndicats donc qui déposent les cahiers de doléances, mais comparativement à l'année dernière, quels sont les grands pas qui ont été notés dans la satisfaction des doléances des travailleurs cette année? Il faut d'abord retenir que l'évaluation d'un dialogue social et l'état de la revendication ne peut pas être exhaustif. Pourquoi? Parce que tant que tourneront les machines, naîtront des revendications. La ressource de la revendication étant intarissable, on ne peut pas l'évaluer en termes exhaustifs, mais en termes de qualité et d'avancée. De ce point de vue-là, il y a des avancées. Il y a des avancées et qui ont entraîné une certaine amélioration de la qualité du dialogue social. Les avancées, c'est que l'État a créé un cadre, tout récemment d'ailleurs, je commence par tout ce qui est récent, tout récemment a créé un cadre où on recense toutes les familles qui sont de revenus très faibles et créer un programme de cash transfert de 43 milliards pour venir en aide à ces familles-là qui s'élèvent à près de 55 000, près de 55 000. 543 000. 543 000 et quelques. La politique de l'assistanat, vous la saluez? Mais bien sûr. Je disais tantôt que notre action s'inscrit dans celle du peuple et que nos préoccupations intègrent celles des populations. C'est clair. Nous, on ne se limite pas à la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Mais ça, c'est de l'assistanat. Mais essayons de trouver quelque chose. C'est un acte hautement social qu'ils sont en train de poser pour la résilience des populations. Ça, c'est important. C'est tout comme la subvention qu'ils portent sur les denrées de première nécessité et qui s'élève à près de 50 milliards. On pouvait ouvrir combien d'unités de travail, combien d'usines avec 43 milliards? Beaucoup. Je ne pense pas comme ça. Mais je vais vous dire la vision de la Synthèse FC par rapport à la subvention. Nous pensons que, pour le moment, il y a des prévisions de fortes difficultés des familles, des travailleurs et des populations jusqu'en fin 2023. Mais cette période, il faut la gérer par des subventions pour amortir le choc difficile. Mais au-delà, il faudrait qu'on change de fusil d'épaule. Nous pensons que les politiques de subvention ne sont pas viables. De subvention de la consommation n'est pas viable. C'est plutôt la subvention de la production qui est viable et qu'il faut adopter. Nous demandons à l'État de maintenir ce qu'il a déjà fait, le temps de traverser les difficultés, mais nous recommandons fortement qu'on change les termes de l'intervention en subventionnant la production. Le ministre de l'Agriculture a dit tout récemment que pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, l'État a mis 10 milliards de plus sur le budget de l'agriculture. C'est pour l'aider à faire un pas vers l'autosuffisance alimentaire. Imaginez, comme vous le dites, si les 45 et quelques milliards qui subventionnent la consommation pour amortir les prix des denrées de première nécessité et ce qui est mis dans le secteur du pétrole.
des centaines de milliards, pas loin de 100 milliards et plus, pour amortir le coût à la pompe, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette volonté de subvention, le prix des carburants coûterait le double, sinon plus du double. Et l'État a préféré subventionner. Donc, l'État subventionne la consommation à coût de milliards. Oui. Nous suggérons que ce budget soit justement le temps de la résilience, parce qu'il faut dire que le monde est dans des difficultés jamais connues au précédent. Il y a la Covid qui sévit encore et le monde peine à relancer ses économies, y compris le Sénégal. En plus de ça, il y a la guerre de l'Ukraine. Le temps de passer ces deux handicaps, je pense qu'on doit maintenir les efforts et la volonté de l'État de subventionner. Mais après, il faudrait qu'on subventionne la production. Ces centaines de milliards, si c'était mis dans l'agriculture, on aurait atteint tout de suite et maintenant l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est ça qui on nous avait promis l'autosuffisance en riz à l'horizon 2010. C'est ça qui amortit en fait les promesses en l'État. C'est ça qui amortit les prix, mais non la subvention de la consommation. Donc, voilà, nous, CNTS/FC, comment nous pensons les choses, les politiques de subvention. Pour l'instant, il faut les maintenir, mais il faut changer d'approche. Mais la remise des cahiers de doléances, au-delà du rituel républicain et tout, est-ce qu'il ne faudrait pas la repenser, cette cérémonie? Non. Et pourquoi? Il ne faut pas perdre de vue un aspect que recouvrent les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances ne s'appellent pas cahiers de revendication. La revendication, le mouvement la défend tout de suite et maintenant. On n'attend pas le 1er mai. Le dépôt de cahiers de doléances a un aspect très symbolique qui relate les luttes ouvrières, mais a un autre aspect tout aussi important. Dans le cahier de doléances, je donne l'exemple de la synthèse force du changement vers les années 2003-2005, je crois, les grandes inondations, quand on a créé le plan Djahaï. Oui. 2005-2006, oui. Voilà, c'était 2006, je crois. 2005. 2005, voilà. Dans les cahiers de 2005 de la synthèse FC, il y a en bonne place la revendication de la mobilité urbaine et rurale. Mais la mobilité urbaine n'est pas une revendication qui rentre dans la poche des travailleurs. C'est un exemple que je donne pour vous dire simplement que tout gouvernement responsable considère les cahiers de doléances, pas les cahiers de revendication, les cahiers de doléances comme une banque de données sur la demande sociale. En élaborant les politiques publiques, un État responsable se réfère sur les cahiers de doléances pour élaborer des politiques publiques qui va dans le sens de la demande. On a l'impression qu'après la cérémonie, à la fin de la cérémonie, le président, il ouvre un tiroir, il met tranquillement les cahiers de doléances et voilà, il vous donne rendez-vous à l'année prochaine. C'est un combat à mener parce qu'on ne peut pas le dire totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des séances d'évaluation des cahiers de doléances qui se font durant toute l'année. En plus de ça, si on constate, on ne dit pas que c'est à cause de nous, un mouvement syndical, mais si on constate que lorsqu'on revendiquait la mobilité urbaine, il y a eu des politiques publiques d'infrastructures très efficaces. Il y a eu également des politiques publiques sur la mobilité rurale et la résilience rurale avec le PUDC. Ces politiques ont été élaborées après. Donc on peut dire qu'il est important de mettre les cahiers de doléances qui recouvrent toute la demande sociale, pas seulement des revendications, pour permettre à l'État d'élaborer des politiques publiques efficientes. Et ça, franchement, moi, je pense que c'est une conviction chez nous. Il faut tout mettre sur les cahiers de doléances pour que l'État puisse considérer qu'il y a une forte demande sociale qui est là, qu'il faut résorber par l'élaboration de politiques publiques efficientes. Et que dire de ces 7000 entreprises qui ont été fermées à cause du Covid? C'est une grande difficulté que nous sommes en train de vivre et ce sont les conséquences, encore une fois, de cette pandémie. Les enseignements de cette pandémie doivent aller au-delà de l'évaluation de son impact sur l'économie nationale et mondiale. Oui. La pandémie a donné des enseignements forts que nous devons porter, nous, militants du progrès. Avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'un pays du tiers-monde, le Cuba, est venu en aide par l'apport de centaines de médecins au système sanitaire de l'Italie. On s'est rendu compte que la Russie a chargé des cargos d'Antonov pour atterrir dans les aéroports américains, ce qui était inimaginable du temps de la guerre froide, pour l'aider à avoir du matériel médical et de protection. Entre autres, les États-Unis ont détourné la commande d'autres pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement les frontières
ont été fermées par la Covid. Les frontières que la mondialisation a grandement ouvertes ont été fermées par la Covid. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire simplement qu'aucune nation, si forte soit-elle, ne peut se passer de la solidarité. Aucune nation, si faible soit-elle, ne démérite pas la solidarité. Et que nous devons intégrer la solidarité et la résilience dans la gouvernance mondiale. Voilà l'enseignement qu'il faut. Comptons d'abord sur nos propres ressources. Mais on l'a développé dans l'émission. Oui. Il faudrait qu'on porte sur nos propres ressources. Absolument. Considère il faut qu'on travaille à développer notre pays au lieu de dépendre de l'étranger, de l'extérieur. Et résiliente. Tout ça, c'est des éléments à intégrer. Mais à travers le monde, je donne encore raison au traité de Versailles qui disait que il faut qu'on intègre des relations professionnelles efficientes, justes et équitables dans la gouvernance mondiale. Ça y est, dans le traité de Versailles, la Covid nous le rappelle. Donc, nous, militants du progrès, nous devons saisir cette occasion pour se battre pour un nouveau contrat social qui doit régir les relations du monde. Oui. La gouvernance... on dit que 7000 entreprises ont été fermées à cause du Covid. Ça, c'est l'explication officielle. Mais le problème, il est beaucoup plus structurel que conjoncturel. Oui. Il faut dire que les statistiques officielles se limitent dans le secteur formel. Mais il y a le secteur informel qui ont perdu énormément d'heures de travail qui peuvent s'évaluer en termes d'emploi. Le nombre d'emplois perdus à travers le monde à cause de la Covid, le BIT l'évalue à près de 40 millions d'emplois perdus. Et autant d'heures de travail perdues dans d'autres secteurs. Cela veut dire simplement que la Covid a fait énormément de dégâts dans l'économie mondiale et dans l'humanité. Aujourd'hui au Sénégal, effectivement, nous avons perdu beaucoup de milliers d'emplois dans la Covid et nous n'avons pas encore fini d'en souffrir. Oui, au moment où le taux de chômage est en train de prendre des proportions inquiétantes, le président, il met en place des programmes d'urgence. Mais est-ce qu'on peut régler un problème structurel par des actions conjoncturelles? Vous savez, les gouvernements fonctionnent comme ça. Un gouvernement, un décideur, en général, s'il y a des problèmes qui se dressent devant lui, trouve des solutions. Mais ces solutions qu'on trouve ne sont pas souvent les meilleures. Un rappel. Vers les années fin 70, 70-80, les bailleurs de la Banque mondiale et du FMI nous avaient imposé les politiques d'ajustement structurel. Ne recrutez plus dans l'éducation, ne recrutez plus dans la santé. Et la demande était là. L'État était obligé de trouver des solutions, comme vous le dites, conjoncturelles. Ouais, des actions ponctuelles. Ponctuelles, oui. Et a dit, il faut que je recrute dans la santé, mais pas dans la fonction publique. Il faut que je recrute dans l'éducation, mais pas dans la fonction publique. Il crée les ailes de dinde à l'époque, il crée les vacataires, il crée toutes sortes de travailleurs dans le secteur sans être fonctionnaires. Aujourd'hui, ça nous a rattrapé. Toutes les revendications qui se mènent dans le secteur de la santé et de l'éducation sont issues de ces solutions ponctuelles-là. Mais il fallait les prendre pour sauver quand même le système. Donc, entre ces deux options, il faut qu'on réfléchisse pour trouver les bonnes options. Et pour cela, je crois qu'il y a un acte qui a été posé dans la santé qui mérite d'être salué et être encouragé pour éviter justement des solutions ponctuelles de ce genre. Pour la première fois, sur les 4 gouvernements, le Sénégal a investi sur budget propre, sur fonds propres, 5 hôpitaux de haut niveau, sur fonds propres. Tous les hôpitaux que nous avons au Sénégal, avant ces 5-là, étaient subventionnés par des bailleurs qui ont leurs conditions et qui donnent leurs conditions également. Mais quand on investit sur budget propre, on règle les problèmes de la demande sociale du secteur dans lequel on investit. Le hic qui a créé la difficulté dans la santé, le camarade Cheikh Seck l'a toujours dit depuis 5 ans. Il y a des infrastructures, il y a du matériel, mais il faut du personnel bien formé. Il faut que les établissements de formation dans le secteur de la santé soient réouverts. On investit beaucoup sur le béton que sur le personnel. Sur le personnel et la formation, c'est ça le ventre mou de ce secteur-là. Et je crois que tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux, la douloureuse histoire de Astou Sokhna, tout ceci qui crée une confusion
entre l'opinion et le personnel de santé. Je voudrais en profiter pour dire que nous devons nous ressaisir pour comprendre et trouver l'arc de conciliation entre la demande sociale dans ce secteur et justement ce que le personnel soignant nous a donné durant toutes ces années et bien avant, parce que depuis les politiques d'ajustement structurel, ils ont accepté de se précariser, ils ont accepté de renflouer notre système de santé à des positions précaires. Ils ont fait des sacrifices durant la Covid que tout le monde salue. Et ce sont ces sacrifices-là qui nous ont valu les positions honorables du Sénégal dans la gestion de la Covid. À travers le monde, nous sommes en très bonne place, en place très honorable, mais nous le devons au système de santé et au système de l'éducation, il faut le rappeler. Compte tenu de tout ça, nous devons gérer avec efficience et avec tolérance ce qui est en train de passer dans le secteur de la santé. Est-ce une raison de paralyser le système de santé pendant 48 heures ou 24 heures, comme on l'a vu dernièrement? Le mal vient de ce que j'avais dit tantôt. Nous sommes en train de dévier le mouvement syndical dans le corporatisme. Beaucoup d'actes qui se posent maintenant, ce sont des actes corporatistes et non syndicaux. Il est malheureux de le dire, j'assume, mais c'est comme ça. Dans les secteurs, on entend très souvent des corporations qui s'opposent. Tu vois des infirmiers, d'autres corps de soignants qui disent non, ce médecin ne doit pas avoir ceci, ce médecin ne doit pas avoir cela. Dans l'éducation et de la santé, on formule un peu mal les revendications pour dire que oui, les magistrats ont 800 000 d'indemnités, nous on n'a rien. On ne formule pas comme ça une revendication dans le mouvement syndical. Ça c'est du corporatisme. Le corporatisme est très éphémère. Le corporatisme n'est pas très efficace dans la... On réagit à l'émotion. Voilà. Voilà. Donc le mouvement syndical c'est toute autre chose. Nous devons formuler nos revendications, nous devons formuler les plateformes de façon fédérative, de façon à atteindre les objectifs d'une situation de résilience, les objectifs d'une situation de progrès social pour tout le monde. Voilà la différence. Et ce qui se passe dans la santé, dans d'autres secteurs, pas seulement la santé et l'éducation, dans tous les secteurs au sens là. Donc, nous devons repenser, reconstruire le mouvement syndical sur la base de nos origines, c'est-à-dire sur la base de nos fondements idéologiques et de nos valeurs d'unité et de conciliation. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment, cher Diop, secrétaire général de la CNTS FC. Merci infiniment. Nous vous souhaitons une très bonne fête du travail. Merci beaucoup. Et à tous les travailleurs et également une bonne Korité à l'ensemble des travailleurs de ce pays et des masses laborieuses. C'est ça. Et une bonne fête de Korité également à vous et à tous les téléspectateurs et auditeurs de Walfadjri. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Walfadjri en temps réel. Téléchargez votre application Walfadjri l'officiel sur Play Store ou Apple Store. Écoutez Walf FM en direct. Walf FM 99 en digital sur la page Walfadjri.